Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier. Aujourd'hui, on se retrouve avec Émeric, qui est rigolote. Ouais. Faut t'appeler ça comme ça. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Il va nous partager son parcours, son déclic et comment il en est venu à travailler aujourd'hui dans la rigologie. Dans le rire, ouais, la rigologie. Ouais. Tout à fait. Moi, Émeric, j'ai 38 ans, je mesure 1m67, 62 kg, j'ai un labrador, je vais me marier en juin. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc, je suis rigologue depuis à peu près 2 ans à temps plein, activité que j'ai commencée depuis 4 ans. Ça consiste en quoi, rigologue? Parce qu'il y a des personnes qui connaissent pas forcément. Non, c'est même très peu connu. La rigologie, c'est des tas d'outils pour développer la joie de vivre, la bonne humeur et le rire. Donc on utilise beaucoup le rire dans nos ateliers. Alors ça se passe sous forme d'atelier où on est entre 5 et 100 personnes et où on fait des tas d'exercices, de jeux, voilà, pour nous permettre de lâcher prise, de nous amuser, de jouer, de se rencontrer les uns les autres et de se faire du bien, quoi, en clair. Rigologue, ouais, depuis 4 ans. Ouais. Et moi, un parcours qui a pris des tas de voies différentes depuis la sortie des études. Parcours atypique. Ouais, grave. Grave. Mais comme beaucoup, hein. Il n'y a rien de si exceptionnel que ça finalement. Voilà. Moi j'ai commencé, en fait, j'ai fait des études scientifiques. Je suis ingénieur. Donc j'ai fini les études en 2000. Et à la suite de mes études d'ingénieur, j'ai commencé à travailler dans l'industrie automobile. Cadre chez Peugeot Citroën. Voilà, vraiment un poste assez classique dans l'ingénierie. Que j'ai tenu pendant 3 ans et dans lequel j'étais mal. Les fameux 3 ans. Ouais, c'est un cap. Un cycle, ouais. D'accord. Ok, bah moi les 3 ans, ouais, je les ai vraiment vécus, quoi. Et au bout de 3 ans, c'est tellement posé la question pour moi, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu fais ça? Quel est le sens que tu donnes à ta vie pro et de façon plus générale à ta vie? Que c'est apparu comme moi pour une évidence que c'était pas le bon endroit pour moi. Voilà, j'étais pas à ma place, je devais tenir un rôle qui n'était pas celui que je souhaitais. J'avais aucune idée pourquoi je faisais ce boulot, alors je le voyais bien financièrement, hein, mais ça suffisait pas juste à ce que je trouve le sens de mon boulot. Donc moi j'ai démissionné. Comme beaucoup de gens qui sont en recherche de sens, je me suis dit aère-toi l'esprit, je vois d'autres choses, change. Donc j'ai pris une année sabbatique pour faire des voyages. Alors Croatie, Tunisie, Australie, voilà, des tas de. Ouais. Voilà, une période géniale de ma vie, vraiment. Mais bon, en même temps, pas une période qui a répondu à mes questions, hein, point de vue recherche de sens au boulot et de savoir ce que je voulais faire. À la sortie de cette année sabbatique, j'ai pris un premier virage qui a été de quitter le monde salarié. Parce que je me suis dit, en me mettant à mon compte, peut-être que le sens de mon boulot, je le trouverai automatiquement. Ce que je fais, c'est pour moi. Donc j'ai eu l'opportunité de monter une boîte au Maroc avec un pote. Voilà, on vendait des outils pour l'industrie. Parce qu'il y a beaucoup de délocalisation au Maroc, donc il y a un vrai besoin. La boîte tourne toujours, donc ça c'est un sujet de fierté. Par contre, malheureusement, moi ça n'a pas du tout répondu à ma problématique de sens. Voilà, le fait de bosser à mon compte n'a pas suffi à remplir ce vide de sens. Donc là aussi j'ai lâché l'affaire et donc je suis rentré en France avec mes mêmes questionnements. Voilà, questionnements qui m'ont suivi, mais je sais pas, hein, pendant plus de 10 ans de ma vie sur le sens. J'ai beaucoup réfléchi. Pas trouvé des masses de réponses, mais j'ai beaucoup réfléchi.
Rentré en France, ce qui apparaissait pour moi comme une évidence, c'est que j'avais besoin d'être utile. Voilà. Sentir que ce que je faisais au quotidien était utile, apportait un peu de bonheur aux gens que je rencontrais. Ça, je m'en étais rendu compte en fait en faisant du bénévolat, mais bon, même voilà, de nature profonde, je me rendais un peu compte que voilà, j'ai ce besoin d'apporter quelque chose aux autres. Et donc j'ai eu, mais vraiment par hasard, une opportunité de commencer à travailler dans l'insertion professionnelle. Donc j'ai fait conseiller au sein de l'AFPA, puis de la NPE, puis de Pôle emploi, etc. Voilà, donc boulot que j'ai fait pendant 7 ou 8 ans, qui était bien au point de vue sens. Là je m'y suis retrouvé, parce que je savais que j'étais utile. Et même si tu n'as pas toujours un retour directement en fait, des gens, parce que par exemple quand les gens retrouvent du boulot, c'est assez rare qu'ils reviennent voir leur conseiller en disant « merci, j'ai retrouvé du boulot ». Voilà. Mais bon, toi tu t'en rends compte quand même, pour suivre un peu leur parcours, quand même que tu as donné des coups de main. Voilà. Et le sens, malheureusement, c'est un peu perdu au fil des années parce que la structure dans laquelle je bossais à NPE est devenue Pôle emploi. J'ai fait moins mon cœur de métier, ce qui m'apportait vraiment du plaisir, c'est-à-dire concrètement aider quelqu'un à trouver du boulot en faisant son CV, en réfléchissant à son projet pro avec lui, etc. Et j'ai fait après d'autres missions qui étaient plus de l'ordre ascédique, voilà, qui moi, pour moi, n'avaient pas de sens. Enfin, tu étais dans le calcul là. Ouais, tout à fait. Alors j'ai retrouvé, ça sert un peu les maths, mais moi ça me parle pas. Alors que c'est con, hein, que mine de rien c'est hyper important que les gens touchent leur chômage. Voilà. À la limite, quand ils passent la porte de Pôle emploi, leur demande c'est les ascédiques dans un premier temps, quoi. Mais moi ça fait pas écho, quoi. Moi cet aspect financier qui est primordial et comme tout le monde, moi-même je le vis au quotidien, mais en même temps ça me fait pas vibrer, quoi. Voilà. Donc au bout d'un moment j'ai un peu perdu la foi dans ce que je faisais à Pôle emploi, mais dans ma vie perso j'ai commencé à m'intéresser à des tas de choses, on va dire liées au développement personnel, parce que j'avais des besoins pour moi. Et dans ces trucs de développement personnel, j'ai rencontré la rigologie, le rire. Et je l'ai fait, j'ai participé à des ateliers, mais en tant que particulier, comme il y a des gens qui peuvent aller s'inscrire au club de foot et une fois par semaine ils tapent l'entraînement avec les potes, voilà. Moi une fois par semaine j'allais dans un club de rire et je me marrais avec des inconnus et voilà, et c'était très bien et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi toi t'animerais pas des ateliers? Donc je me suis formé pour pouvoir créer moi-même mon club de rire. Et en me formant, les gens qui m'ont formé m'ont dit « mais Aymeric, tu as l'air d'être bien dans ce que tu fais, quoi. Peut-être que tu pourrais creuser encore un peu plus loin. » Voilà, et j'ai commencé... Tu t'en étais pas rendu compte toi à ce moment-là, quoi? Non. Moi, quand je commence à faire de la rigologie, je le fais vraiment par passion, à 2000%. C'est-à-dire, j'ai découvert un truc qui me fait grave kiffer, qui me fait un bien fou. Et il y a une envie naturelle de le partager avec d'autres. Voilà, de faire découvrir ça à d'autres personnes. Initialement, il y a ça. Moi, c'est ça qui a fait que je me suis formé dans la rigologie. Après, en faire quelque chose professionnellement, déjà, j'avais aucune idée qu'on pouvait gagner sa vie avec un truc un peu bizarre comme ça, quoi. Mais en fait, c'est les gens qui m'ont formé, qui m'ont dit t'as un truc. Et on pense que tu pourrais peut-être te démerder un peu. Donc en parallèle de mon boulot, j'ai commencé à faire des interventions en entreprise. Jusqu'à un jour, je me suis dit, tu peux lâcher ton boulot, qui t'apporte plus des masses, et te lancer à fond dans un truc qui t'éclate. Donc lance-toi.
Voilà, donc tu vois, des changements de vie pro, ouais, j'en ai eu déjà 3 quand. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais, non, c'est une vraie, enfin c'est une putain de chance. Voilà. Est-ce que tu penses que tu avais besoin d'expérimenter des choses pour t'en rendre compte par toi-même que plutôt peut-être une fiche de poste ou quoi que ce soit? Moi, cette expérience vécue, en fait, mais telle que je vis le truc, je dis pas que c'est vrai pour tout le monde, pour moi, rien ne la remplace, cette expérience vécue. Quand je t'ai parlé des ateliers de rire, tu m'aurais attrapé il y a 5 ans et tu m'aurais dit, tu m'aurais montré une fiche en me disant un atelier de rire, c'est ça. Ça m'aurait pas du tout parlé. Et je t'aurais dit, bon, t'es gentil, mais enfin, voilà, peut-être que toi ça te plaît, mais moi c'est pas fait pour moi. Donc, non, j'avais besoin de vivre ces expériences pour valider si c'était fait pour moi ou pas. Pareil, mes expériences automobiles, me mettre à mon compte au Maroc, etc. Tout ça, c'est des trucs que j'ai eu besoin de vivre. Et ça n'a pas été des réussites. Mais aujourd'hui, avec le recul, mais je les bénis ces expériences parce qu'elles m'ont tout apporté des trucs. Des choses personnelles, des relations. Si j'avais pas fait une école d'ingé, j'aurais pas des potes aujourd'hui qui eux sont cadres supérieurs, bossent à Hong Kong, voilà. Ça m'a apporté une ouverture sur le monde et sur moi-même, irremplaçable. Donc cet atelier auquel tu as participé, on peut dire que ça a été une sorte de déclic? Ça a été un élément. Non, le déclic, moi, il a été intérieur. Ouais. Le vrai déclic que j'ai eu dans ma vie, je pense, ça a été au moment où je me suis dit, Aymeric, il faut que ta vie elle change. Et à partir de ce vrai déclic intérieur, je me suis mis en action. Voilà, ça me paraissait tellement une obligation qu'il fallait que ça change professionnellement, personnellement, etc. Que je me suis obligé, mais au sens obligation très naturelle, à tenter des choses, à me mettre en danger, enfin des fois à sortir de mes zones de confort, de faire des trucs que je me serais cru totalement incapable. Par rapport au rire, par exemple, moi, pendant pendant 30 ans de ma vie, je me suis défini comme quelqu'un d'introverti. Pour animer un atelier de rire, il faut faire un peu de... Voilà. Au début, moi, ça m'a piqué un peu. Voilà, ça me mettait un peu hors de ma zone de confort. Et ça m'a fait un bien fou. Voilà, mais vraiment. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, je m'étais collé une étiquette. Mais que cette étiquette, je pouvais la décoller aussi. Et je peux être très bien introverti à certains moments et être dans extraverti à d'autres. Voilà, c'est mon choix. Ouais, cette étiquette, c'était plus une généralité qui est collée, parce que tu peux être introverti dans un certain contexte, extraverti complètement dans un autre. Tout à fait. Ouais. Et ça, enlever une étiquette, quand tu l'enlèves en fait sur un pan de ta vie, c'est que enlever une étiquette, telle que moi j'ai pu enlever par rapport à l'image de moi plus ou moins introverti, etc. Après, ça se répercute sur d'autres champs de ta vie. Voilà, tu as réussi à le faire sur un truc, après tu ouvres le champ des possibles sur des tas d'autres trucs. Parce que tu te dis, ah ouais, mais en fait là je suis juste en train d'écouter ce que je me dis, mais ça a finalement une valeur que très relative, quoi. Voilà. Et mon discours intérieur, ce que je pense, que je m'imagine, non, tu peux
plutôt. Vis les expériences. Tu écoutes ton discours intérieur, enfin tu prends en considération ton discours intérieur un petit peu plus aujourd'hui qu'auparavant, ou est-ce que ça a toujours été Je différencie ce qui est mon discours mental de mon intuition. Oui, tout à fait. Mon discours mental, au contraire, je prends du recul sur lui, parce que je suis... Voilà, des fois il m'a dit des belles conneries, quoi. Par contre, être en mesure de sentir ces petits moments où tu ressens de la joie, où tu ressens, alors moi j'appelle ça, enfin moi tel que je le ressens, c'est un peu une ouverture, voilà, une ouverture du cœur. Voilà, quand on me propose un truc, quand on me propose un projet, voilà, sentir est-ce que je me replie sur moi-même ou est-ce que ça m'ouvre, pour moi c'est un indicateur énorme. Est-ce que je suis sur la bonne voie? La joie, voilà, si je prends du plaisir dans ce que je fais, c'est un bon indicateur si je fais quelque chose de bon pour moi. Voilà. Et c'est pas de regarder, voilà, par exemple dans ce que je fais, le RIA, assez souvent je fais des trucs, je gagne pas ou très peu de sous avec ce que je fais. Parce qu'il y a quelqu'un qui un jour me propose de faire un congrès sur la joie. Et elle me dit, Aymeric, par contre ça sera bénévolement. Et en même temps son truc ça m'a parlé. Voilà, congrès sur la joie, je me suis dit, oh, ah ouais, ça doit être sympa. Voilà. Et donc j'ai écouté mon intuition, j'ai pas écouté un discours intérieur qui aurait pu me dire, tu vas y passer du temps, tu vas pas avoir une retombée financière, donc professionnellement c'est peut-être couillon, quoi. Et d'écouter mon intuition, ça me fait faire une animation dans ce congrès. Et après, ça me permet de te rencontrer parce que toi, tu étais intervenant là-dessus. Et ça sème des graines. Voilà. Et le positif appelle le positif. Et, voilà. Sur la voie, juste, moi je rencontre pas mal de personnes en ce moment qui sont dans des réflexions professionnelles. Il y a deux aspects. Déjà, je trouve qu'on se met une pression folle vis-à-vis de nos choix pro. Alors, c'est bien d'avoir les pieds sur terre, parce qu'en effet, ça peut impliquer des aspects matériels, ça peut impliquer nos conjoints, d'autres personnes autour de nous, donc c'est important de pas faire n'importe quoi non plus. Mais en même temps, il faut lâcher un peu du lest. Voilà, tu vas faire des choix pro. Ça sera peut-être une réussite, ça sera peut-être pas une réussite. Mais même si c'est pas une réussite, tu auras tenté un truc. Ça te permettra de rebondir sur autre chose. Voilà. Il n'y a pas un choix qui soit impliquant pour toute ta vie. Voilà. Il faut se détendre un peu par rapport au choix pro. Ensuite, moi, voilà, parce que j'ai pas mal d'amis qui connaissent mon parcours et donc qui me questionnent des fois quand eux-mêmes sont dans des problématiques professionnelles. Alors je suis pas coach, mais moi quand je leur donne un conseil, souvent c'est tente des trucs. Parce qu'on a vite tendance à être englué dans une réflexion. Ça part d'un bon sentiment parce qu'on a envie de trouver des solutions, mais à un moment les solutions elles viennent plus juste du mental, de la réflexion. Non, elles viennent des rencontres, elles viennent des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc tente. Voilà. Moi j'ai une copine qui a un bon poste et qui réfléchit est-ce que je continue ce boulot où je gagne bien ma vie, où je change. Et par exemple je suis passionné de photos, est-ce que je pourrais devenir photographe? Je lui dis là prends pas de décision, mais fais plus de photos. Voilà. Toute seule. Voilà. Ou va prendre un prof. Voilà. Enclenche un cercle vertueux qui t'amènera des réponses. Voilà. Mais arrête de réfléchir parce qu'à un moment la réflexion elle est aussi néfaste. Tu vois, à chaque fin d'interview, j'ai pour habitude de poser la question finale qui est quelle suggestion ou conseil tu peux donner aux personnes qui nous suivent. Bon, tu as répondu, tu m'as anticipé, tu as répondu à la question. Donc je pense que sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Et où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, moi, on peut me trouver, j'anime un club pour les particuliers qui se trouve à Bastille, rue de Charonne, tous les jeudis soirs. Après, on peut me retrouver dans les entreprises. Et donc, toutes les infos sur mon activité de rigologue se trouvent sur mon site internet, qui est solution-rire au singulier.fr. On trouvera le lien de ton site dans la description de la vidéo. Je te remercie. Je t'en prie, merci à toi.